Bonsoir à tous. Bonsoir pour ce quatrième focus opération capital. Donc les trois précédents, vous avez vu tout ce que l'on pouvait faire comme mission du CAC ad hoc sur les diverses opérations intervenant au capital. Ce soir, on va plutôt s'intéresser sur l'évaluation des valeurs mobilières complexes qui ont pu être émises à l'occasion de ces augmentations de capital. Je me présente, Maud Baudin, Veraldi, je suis vice-présidente statutaire de la CRCC de Paris et aussi présidente de la CCF, la compagnie des conseils et experts financiers. Et Pierre Astolfi, moi je suis commissaire aux comptes et plus spécialisé sur les sujets effectivement d'évaluation, notamment d'instruments, financiers. Alors, ce focus, bien sûr, rentre dans le cadre des formations CAC 120. Donc, après 48 heures après chaque formation, vous aurez un mail qui vous invitera à aller récupérer votre attestation CAC 120. Donc, ne l'oubliez pas parce que ce mail est disponible pendant une petite dizaine de jours. Au sommaire, nous allons voir deux types d'instruments. Les instruments de type equity, donc capital pur, hein, et les instruments hybrides complexes, les valeurs mobilières complexes. Ce webinaire est présenté en partenariat avec la CCEF. La compagnie des conseils experts financiers, en fait, est une association professionnelle interdisciplinaire qui regroupe les professionnels du droit et du chiffre. Nous sommes un petit peu plus de 500 experts. Notre ADN, c'est l'interprofessionnalité. Effectivement, nous avons pour référence l'éthique et la déontologie. Nous sommes surtout un centre de réflexion, d'innovation. Nous avons des groupes de travail qui œuvrent sur des sujets d'évaluation de financement et aussi d'instruments financiers hybrides. Nous sommes un acteur institutionnel influent. Nous sommes effectivement un petit peu connus de l'AMF dans le cadre des évaluations que nous pouvons faire. En titre d'introduction, je vais laisser Pierre nous présenter le périmètre du commissaire aux comptes ad hoc. Un petit rappel pour ceux qui ont participé aux 3 précédents séminaires, une novation pour ceux qui n'y assistaient pas. Alors, tout ce qui est alors effectivement, oui, le périmètre donc de l'intervention du CAC ad hoc, avec effectivement, tout ce qui est, alors l'attribution les différents instruments en orange, hein, qui vous sont présentés. Pour rappel, effectivement, sachant que le CAC ad hoc effectivement intervient dans des contextes assez variés, que ce soit augmentation de capital avec, suppression du DPS, attribution, d'AGA dont on parlera, attribution de stock options dont on parlera aussi. Donc ça c'est un rappel, voilà, très général sur les différentes cas de figure qui doivent éventuellement vous alerter et qui peuvent motiver effectivement l'intervention d'un CAC ad hoc, notamment enfin, dans le contexte de la loi Pacte évidemment, hein. Et puis, les objectifs de la mission du CAC ad hoc sont effectivement répondre aux obligations légales bien évidemment, apporter une assurance indépendante, sur une opération spécifique, sécuriser l'information, renforcer la transparence et puis garantir l'égalité du traitement de la qualité de l'information à partir de laquelle les investisseurs prendront leurs décisions. Donc c'est dans ce contexte-là qu'effectivement le CAC ad hoc intervient. Alors, les travaux à mener, alors ça aussi c'est un rappel, vous le retrouverez évidemment sur les supports et puis ils sont également présents sur les supports des sessions précédentes. Mais on rappelle voilà les travaux à mener, s'assurer de la sincérité et de l'exhaustivité des informations financières et des justifications fournies par la société. Donc ça, on reviendra effectivement sur l'aspect formel et tout ce que ça peut entraîner. Vérifier que toutes les informations prévues par les articles du code de commerce figurent bien dans le rapport soumis à l'assemblée. Là, pour le coup, on ne reviendra pas, nous, sur les sujets Valo, voilà, on interviendra, on ne fera un focus que sur les sujets qui nous concernent spécifiquement pour la Valo, mais dans le cadre de la mission, le CAC ad hoc est évidemment concerné aussi par ces diligences. Apprécier le choix des éléments de calcul du prix d'émission, la justification du montant retenu, et c'est notamment là que nous, on pourra être le plus pertinent. S'assurer de la conformité des modalités de l'opération au regard des autorisations données par l'Assemblée générale, là aussi, le point formel, le point sur lequel nous ne reviendrons pas ici, évidemment. Et puis vérifier est-ce que dans le cas d'augmentation de capital ou d'émission de valeur mobilière, toutes les diligences légales et réglementaires spécifiques à la mission sont respectées. Et là, on se reporte évidemment aux différentes publications de la compagnie.
Alors là aussi, bon, très rapidement, synthèse des missions confiées sur 2 slides. On a effectivement type d'opération, le rapport du CAC, oui, oui ou non, ou les précisions, les entités visées, la documentation technique, entre les avis techniques effectivement et puis les articles du code. Donc voilà, on va pas toutes les refaire, mais vous avez, sur ce 1er slide et le second également avec, tout ce qui peut vous permettre d'avoir accès à l'information, plus rapidement. Voilà. Commencer par les instruments de type equity et nous allons commencer par les actions de préférence. Donc, toujours un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là sur les 3 premiers focus. Une action de préférence caisse, en fait, ce sont des titres de capital qui sont émis par des sociétés par action qui confèrent à leurs titulaires des droits particuliers. Donc, d'où la dénomination action de préférence. Ces droits particuliers sont de nature financière ou extra-financière. En tout état de cause, ils sont dérogatoires au droit commun des actions ordinaires. Ces actions de préférence, en fait, elles peuvent être créées soit lors de la constitution de la société, soit en cours de vie sociale, donc par décision extraordinaire des associés, ce pourquoi vous êtes, dans ces cas-là, sollicité. Donc, on a plusieurs types de droits particuliers. Là, on a cité les droits financiers. Au titre des droits financiers, ce que l'on retrouve assez usuellement, c'est une priorité ou une majoration de dividendes, des dividendes cumulés, un droit préférentiel sur le bonus de liquidation, un plafonnement ou une subordination de rendement, des clauses de ratchet ou de conversion. On a aussi des droits politiques. On a des droits de vote double ou des droits de vote multiples. On a des droits de veto, des droits de désignation d'administrateurs, des droits à une information renforcée. Et en fait, on a des droits patrimoniaux qui visent une priorité de remboursement, des mécanismes de rachat ou de conversion automatique ou conditionnelle, des clauses de sortie conjointe. Ces droits ne sont pas limitatifs. Nous avons en fait à peu près autant de droits que d'imagination de nos avocats d'affaires en tout état de cause. Et là, vous l'avez eu sur les précédents webinaires, les seules limites, ce sont les limites légales et réglementaires. Donc, effectivement, on vous le disait, le commissaire au compte ad hoc va intervenir de temps à autre dans ce type d'émission, et notamment en cas d'augmentation de capital, et y compris s'il y a des actions de préférence, dès l'instant où elles sont au profit de personnes dénommées et avec suppression du droit préférentiel de souscription. On ne va pas vous refaire le détail de ce slide, il vous est des précédentes sessions, et la note d'information de la CNCC, le tome 6 de la note d'information numéro 5 est particulièrement bien détaillé, bien présenté pour détailler les interventions ou non de ce commissaire au compte ad hoc. On va rentrer plutôt dans le vif du sujet pour savoir quels sont les droits financiers sont susceptibles d'être évalués. Alors, le commissaire au compte, il y a une augmentation de capital au profit de personnes dénommées et donc suppression du DPS. Le commissaire au compte doit se prononcer sur les modalités de détermination du prix d'émission et sur le prix d'émission lui-même. Donc, même si le commissaire au compte ne va pas évaluer les avantages particuliers, il ne va pas évaluer l'action, mais par contre, il doit comprendre la façon dont le prix d'émission a été construit. S'il veut, dans son rapport, faire un rapport, je vais dire, neutre, c'est-à-dire dans son rapport, il expliquera que le rapport du président, le rapport du conseil d'administration détermine toutes les modalités de détermination du prix d'émission ainsi que le prix d'émission lui-même. Si le commissaire au compte ad hoc ne peut pas justifier ce prix d'émission, il émettra un rapport avec une observation. Voilà pourquoi le commissaire au compte ad hoc doit savoir comment évaluer ce type d'instruments qui ont été évalués par quelqu'un d'autre. Alors, les droits financiers, on va présenter en tout premier lieu le dividende prioritaire versé donc par préférence aux autres actions
prélevé sur les sommes distribuables. Faites attention, il faut en premier lieu qu'il y ait des sommes distribuables et une décision de distribution. Ce type de droit particulier est le plus souvent exprimé en pourcentage du prix de souscription de l'action de préférence. On a le droit à un dividende de 10% du prix de souscription. Il est le plus souvent limité dans le temps. Et en fait, généralement, nous avons ce mécanisme lorsqu'il y a des financiers qui interviennent au capital et il est limité de telle sorte que l'investisseur récupère le TRI qu'il a souhaité. Il est le plus souvent cumulatif. Et en fait, je vous disais en premier lieu, Il faut qu'il y ait des sommes distribuables et qu'il y ait une décision de distribution. Donc, s'il n'y a pas de décision de distribution, ce droit à dividende est cumulatif et le jour où il y aura décision de distribution, on rattrapera les années où l'investisseur n'a pas eu son dividende prioritaire. Donc, faites attention, si vous ne l'avez pas compris comme je vous le disais, la première chose, on n'a pas le droit de prévoir ce type de distribution s'il n'y a pas de dividende distribuable. On n'a pas le droit de prévoir ce type de distribution sur les réserves. Il nous faut un dividende distribuable. Et la décision de distribution doit être à la main de la société. Ce sont les associés qui continuent à décider de l'existence ou non de cette distribution. Comment valorise-t-on le droit à dividende prioritaire? Écoutez, le droit à dividende, là, on intervient dans des mathématiques financières relativement classiques. On va faire une approche DCF, on va modéliser les flux de dividendes préférentiels sur la période en fonction, le plus souvent, des business plans établis par la société. Et en fait, on va modéliser la valeur du dividende préférentiel par rapport à la valeur du dividende ordinaire. Et l'avantage particulier, ça sera la valeur actuelle de cet avantage particulier sur l'horizon de distribution du dividende préférentiel. Donc là, c'est le cas le plus simple. On peut avoir une complexification lorsque la société est en croissance, avec une incertitude sur les montants de distribution. Donc, on a toujours cette notion de DCF, mais ce DCF ne sera pas assis sur un business plan, je vais dire, intangible. Ce DCF, il va être assis sur une probabilité de réalisation de résultats permettant la distribution de dividendes. Donc, on peut avoir une approche probabiliste relativement simple, hypothèse haute, hypothèse basse, hypothèse médiane. Lorsqu'on a des fonds d'investissement, c'est là où vous voyez le plus souvent intervenir un expert évaluateur indépendant qui, dans un rapport d'évaluation, met en œuvre des approches que l'on dit binomiales ou trinomiales. Donc, une approche binomiale, c'est j'ai une probabilité haute et basse. Une approche trinomiale, j'ai une probabilité haute, basse et médiane. Donc, avec des formules de calcul et des hypothèses bien cernées. On peut aussi avoir ce que l'on appelle l'approche Monte-Carlo, c'est-à-dire une multitude de tirages aléatoires, et c'est ce nuage de points qui va nous conduire à avoir cette probabilisation du DCF. Donc, la valorisation de ce droit à dividende prioritaire, en dividende cumulatif, c'est la même chose, mais on tient compte du fait que les dividendes peuvent ne pas avoir été distribués au cours des années précédentes et auquel cas les dividendes sont capitalisés et généralement ne sont évalués parce que réputés versés qu'à la fin de l'horizon de prévision de l'avantage particulier. Donc là encore, les mêmes approches, binomiales, trinomiales, les mêmes approches aussi Monte-Carlo,
Pour ce qui est de l'approche binomiale, dans le cadre du BSA, on va vous détailler cette approche binomiale. Alors sachant, Maud, qu'effectivement, assez fréquemment, on est quand même en dividende cumulatif. En tout cas, moi, ce que j'ai croisé, c'est que le plus souvent, c'est des dividendes cumulatifs parce qu'effectivement, ce sont des instruments qui n'ont pas vocation fondamentalement à permettre la réception de dividendes. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur un instrument, d'equity classique, loin s'en faut, et donc l'idée, c'est justement précisément de décaler dans le temps la collecte du dividende, notamment en cas de cession ou en cas d'opération sur le capital majeur, donc au terme d'un certain délai. Donc assez fréquemment, on est sur des dividendes cumulatifs, en tout cas dans ce qu'on a pu croiser. Avec une probabilité, de toute façon, de date de sortie, et c'est au moment de la et sortie. on rajoute une hypothèse de probabilité, exactement, oui, ce qui complexifie un peu le process, parce que non seulement, effectivement, il faut qu'en plus, on imagine et qu'on pose des hypothèses en termes de date de sortie. Alors, souvent, la question, elle est réglée, entre guillemets, elle est abordée sous l'angle fond, en se disant, voilà, le délai de détention d'un fonds, c'est X années. Bon, voilà, donc ça marche plutôt pas mal quand on est avec des fonds. S'il n'y a pas des fonds derrière, alors ce qui est quand même souvent le cas, mais si c'est pas un fonds, effectivement, la démarche est un peu différente. En tout cas, il faut y réfléchir aussi. Deuxième type d'avantage particulier que l'on peut rencontrer, si tant est que voilà, ma touche s'active, c'est une répartition du prix de cession. Donc, en fait, votre fonds d'investissement a prévu une répartition préférentielle du prix de cession lorsque il sortira de l'entité. Je vous ai fait un exemple illustratif d'une telle répartition avec deux types de répartition possibles. Un premier type relativement simple qui est ce que l'on appelle la préférence cumulative simple, et un autre un peu plus complexe, mais préférence non cumulative simple. Si on reprend l'exemple que vous avez là à l'écran, donc à gauche, on a une entité qui a été constituée avec un capital de 4 000, soit 40 000 actions de 10 € au moment de sa constitution. Les fondateurs ont souhaité faire rentrer un fonds d'investissement. La plupart du temps, donc, les taux ne sont pas au hasard. Généralement, la première levée de fonds, les fondateurs acceptent de lâcher, de se faire diluer d'un tiers. Donc, notre fonds d'investissement arrive à 33% du capital, c'est-à-dire que notre fonds d'investissement va souscrire 2000 actions, mais il va les souscrire au prix de 1 000 € l'action. Donc, notre fonds d'investissement va, lui, souscrire à hauteur de 2 millions. La préférence cumulative simple que l'on rencontre assez fréquemment dans les actes juridiques, c'est premier paragraphe, en cas de cession de la société, chaque titulaire de titre de capital récupère son nominal. C'est là on a dans le pavé vert en haut à gauche, donc les fondateurs récupèrent 40 000, tandis que mes investisseurs récupèrent 20 000. Deuxième répartition, notre fonds d'investissement récupère son investissement sous déduction de ce qu'il a déjà perçu. Donc, il va récupérer 1 980 000. Donc, en fait, il reste alors à répartir 5 960 000. Et cette répartition, ce solde, on va le répartir à raison de 2 tiers sur nos fondateurs et d'1 tiers sur nos investisseurs. Et on s'aperçoit que pour des fondateurs qui avaient 66% et des investisseurs 33%, s'il y a cession d'entreprise, les fondateurs n'ont plus que 54 et les investisseurs 45. Deuxième type de préférence que vous pouvez rencontrer et donc de waterfall que l'on fait tourner, c'est la préférence non cumulative simple. Ça démarre pareil, c'est-à-dire que
On a en tout premier lieu, chacun récupère son, comment je vais dire, son nominal, récupère les actions de préférence, ça nous laisse un solde et en priorité, je mets 66% du solde sur mes fondateurs. C'est ce qu'on appelle le catch-up. Je récupère 66%. Et ensuite, le solde, je vais le répartir au prorata, donc entre mes investisseurs et mes fondateurs. Et on s'aperçoit dans cette solution-là que les investisseurs, les fondateurs, alors qu'ils avaient 66%, récupèrent eux-mêmes 72% du prix de cession et les investisseurs ne récupèrent que 27% du prix de cession. Ils ont quand même plus que leur souscription à l'origine. Voilà les deux types de préférences que vous pouvez rencontrer. Et en fait, systématiquement, il faut penser à les modéliser. Je pense qu'il y a un effet Larsen, je ne sais pas si... Oui, j'entends un peu, j'entends aussi. C'est bon? Voilà. Alors, peut-être une précision, Maud. Effectivement, souvent, ce qu'on trouve dans les term sheets, dans les documents réalisés par les avocats, c'est des sensibilités, en tout cas, enfin, souvent. Dans les annexes, de temps en temps, ils essayent d'expliciter, parce que les mécanismes sont tellement complexes que ils prennent soin, parfois en tout cas, de donner quelques exemples en disant voilà, dans 5 ans, si on est dans telle situation, voilà à quoi on pourrait aboutir, ou donc ce qui permet éventuellement en fonction du prix de cession, effectivement, d'avoir aussi d'essayer de mieux comprendre ce qu'ils ont voulu effectivement, quel est le mécanisme qu'ils ont voulu mettre en place. Et donc voilà, il faut le modéliser comme tu disais, mais sans doute en s'inspirant quand ça existe et en s'appuyant évidemment quand ça existe sur les exemples qui peuvent être donnés dans les annexes de la documentation juridique. Alors, la façon la plus pragmatique de travailler dans du commissariat au compte ad hoc et même dans du commissariat au compte normal, on travaille très très souvent sur des projets de juridique et effectivement sur des projets de modélisation justement de ces préférences. Et il ne faut pas hésiter à se mettre en contact avec les avocats, se mettre en contact avec la société en disant attendez, moi j'essaye de modéliser, je n'arrive pas au même résultat que vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut vraiment que ce soit interactif à ce niveau-là parce que une fois que la préférence est très correctement rédigée dans le juridique, elle est définitive. Donc, si jamais il y a confusion possible, il faut que ce soit évacué dès l'origine et non pas au moment où justement on fait jouer la préférence. Mais là, c'est vraiment voilà, travailler en parfaite coordination avec nos avocats. Le point suivant, l'exemple suivant, on va vous présenter une approche probabiliste, je dirais très simple, et qui évite de mettre en œuvre une très très forte approche trinomiale. Il faut tout le temps être pragmatique et voir que les sujets peuvent être résolus de façon relativement simple. Le contexte, on a une opération d'OBO qui prévoit des éléments suivants. On a des fondateurs qui réalisent une partie de leurs actions. Ils l'apportent à une NUCO, c'est le schéma classique. J'ai une opération d'OBO. Mes fondateurs vont faire ce qu'on appelle du cash out. Ils vont céder une partie des titres, ils vont apporter une autre partie des titres à une nouvelle entité, le tout en action ordinaire. On met ensuite en place des actions de préférence en faveur du top management. On fait rentrer au capital un nouveau manager et en fait, on part du principe. Il y a un problème? Non?
On part du principe en fait que chaque titulaire, on a donc on a 3 anciens managers, un nouveau manager. Ces 4 managers disposent d'un nombre équivalent d'actions de préférence. On a une valeur connue qui est le prix d'émission de l'action ordinaire. Et nous, en tant que commissaire aux apports, de commissaire ad hoc, on devra se prononcer sur le prix d'émission de l'action de préférence qui va être déterminé par l'évaluateur indépendant. Donc, le tout, c'est comment notre évaluateur indépendant a-t-il évalué ces actions de préférence, sachant que leurs caractéristiques, c'est tout bête. Leurs caractéristiques, c'est si la société sous-performe par rapport à ses objectifs de chiffre d'affaires, les actions de préférence n'auront qu'un markup, un bonus de 5% par rapport aux actions ordinaires. Si la performance est dans la ligne du budget, alors le markup il sera de 10%. Si la surperformance là est donc bien au-delà du budget, eh ben, on aura un bonus de 20%. Donc, le mécanisme, il est facile à entendre pour les managers. Après, notre évaluateur, et donc nous, en tant que CAC, comment avons dit, OK, on est d'accord sur la détermination du prix d'émission, ben, on a regardé les travaux de l'évaluateur. Donc, l'évaluateur vient de formaliser effectivement tout ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas donné le BP, je vous donne simplement là sur le support. Alors, vous aurez le support à l'issue de l'attestation CAC 120, donc vous pourrez refaire tous les calculs. Mais donc, nous formalisons les seuils de déclenchement des actions de préférence. Nous formalisons les seuils de déclenchement, alors des actions de préférence aussi bien en chiffre d'affaires qu'en EBITDA. Nous avons une table de capitalisation. OK. On a, alors, l'expert indépendant est parti d'un EBITDA d'activité de 9. L'expert indépendant a fourni les prévisions de croissance du secteur d'activité, a donné les indicateurs sur lesquels ils étaient appuyés, à savoir un premier chiffre d'affaires en 2025, une date de cession qui était déjà prévue, non probabilisée, en 2029, et avait indiqué le montant de la dette nette. Et donc, qu'a-t-il fait, notre évaluateur? En fait, il a récupéré les prévisions que l'on avait données là. Les études sectorielles donnaient des prévisions estimées par les sociétés du secteur ou des prévisions estimées par les managers du secteur. Ben, tout simplement, en fait, notre expert indépendant, il a simplement pris ces prévisions sectorielles, donc des probabilités, un scénario haut, bas, médian, affecté des probabilités 52%, 30%, 18%. Pareil pour les managers, sauf que vous voyez que les probabilités de réalisation des prévisions n'étaient pas identiques, c'était l'étude sectorielle. Notre expert indépendant a modélisé la valeur d'entreprise et donc la valeur des capitaux propres. On a déduit un montant théorique d'actions ordinaires à créer et donc à modéliser la valeur du markup. Et donc là, je vois dans le scénario haut, j'ai un markup de 6,90, le médian de 2,86. Scénario bas, ben, je n'ai pas de markup. Donc, ça m'a donné une valeur unitaire de markup et je l'actualise, puisque j'étais en sortie en 2029, je l'actualise à aujourd'hui. J'ai deux scénarios. J'ai un scénario vision entité, j'ai un scénario vision manager. Et on me dit, bah, écoutez, le markup des titres, en moyenne, il est 2,10 €. Et donc, à partir du moment où j'ai un document juridique après qui me dit, là-haut, elle est émise à 13,05 et l'ADP, elle est émise à 15,15 et que moi, en tant que commissaire aux comptes, j'ai compris comment avait été construit le prix d'émission de l'ADP et que je valide le chiffrage qui a été fait par l'expert indépendant, eh ben, il n'y a pas de problème si la
documentation juridique est aussi transparente que ce que m'a donné l'expert indépendant dans sa valorisation, eh ben, j'émets un rapport en disant que je suis parfaitement d'accord avec les modalités, enfin que, en tout état de cause, que je n'ai pas d'observation à émettre sur les modalités de fixation du prix d'émission et sur le prix d'émission en lui-même. Donc, voilà pourquoi il faut comprendre comment ça a été construit. Et je répète, je ne valorise pas, je comprends comment ça a été fait. Donc, Pierre, c'est à toi. Pense à réactiver ton micro. On voit à l'écran que tu ne l'as plus. Ça y est, pardon, Voilà. oui, il était, pardon. Donc effectivement, sur le deuxième type d'instrument qu'on évoque. Alors effectivement, première, s'il rappelle qu'on n'a pas fait au début, mais on a évidemment sélectionné quelques instruments. Voilà, il y a forcément un choix un peu subjectif, mais voilà, le nombre d'instruments est beaucoup trop important, donc on est obligé de faire des choix. Donc là, on a parlé des ADP, on évoque les AGA maintenant. Alors les AGA, c'est donc voilà, régime juridique, rappel sur le régime juridique, c'est l'article L225-197-1 et suivant du Code de commerce, donc article relativement central sur les ADP, sur les AGA, pardon, et donc il rappelle qu'effectivement c'est l'article qui encadre l'attribution gratuite d'actions existantes ou nouvelles, possibles vis-à-vis des salariés ou des dirigeants mandataires sociaux, sous réserve de détenir moins de 10% du capital social de la société émettrice. Donc vous avez des plafonds. Et puis surtout, ce que vous connaissez évidemment bien en général, c'est les périodes d'acquisition et les périodes de conservation. La somme des deux ne pouvant pas être inférieure à 2 ans, et puis la période d'acquisition, donc de vesting, ce qu'on appelle effectivement d'acquisition des droits ou de vesting, elle-même ne peut pas être inférieure à 1 an. Et donc la somme des deux, acquisition et détention, ne peut pas être inférieure à 2 ans. Et donc, on a des conditions. Alors, généralement, on a des conditions d'attribution, exemple présence dans l'entité au moment de l'attribution définitive, donc de façon obligatoire. Et puis, on peut avoir des conditions facultatives, notamment liées à la performance. Alors, c'est quand même assez fréquent, malgré tout, d'avoir des conditions liées à la performance vis-à-vis de l'attribution des AGA. Alors, évidemment, les AGA, une distinction, on rappelle la distinction avec la BSPCE, pardon, les BPSC, oui, c'est les bons de souscription, c'est BSPCE, pardon, il y a une inversion. Mais effectivement, on est sur une logique où, évidemment, quand vous êtes sur un BSPCE, il y a bien un coût pour le bénéficiaire, puisque vous avez un prix de souscription des BSPCE, alors que les AGA, évidemment, sont gratuites, comme leur nom l'indique, et donc il y a un petit coût supplémentaire. Bon. Tout ça, tout ce qui est, il y a eu dans les sessions précédentes un rappel également de tout ce qui est principe juridique attaché aux AGA et aux BSPCE. Alors, quel besoin d'évaluation? Alors, dans les comptes français, dans la réglementation française, vous avez effectivement, soit on est sur un dénouement par augmentation de capital, donc on peut, une AGA en soi effectivement, on dénoue par augmentation de capital, donc vous aurez effectivement une décision, une délégation pour que effectivement les organes de direction réalisent cette augmentation de capital et donc attribuent aux bénéficiaires des AGA le résultat de cette augmentation de capital d'actions nouvelles. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de sortie de ressources pour l'entreprise et vous avez uniquement un effet de dilution des associés préexistants. Et dans ce cas-là, les normes françaises voilà, se traduisent par il n'y a pas d'incidence comptable, pas de charge représentative de la rémunération attribuée aux bénéficiaires. Par contre, ça reste un sujet en termes de cotisation sociale. Bon, c'est pas un sujet du CACADOC, mais voilà, accessoirement, c'est un sujet éventuellement pour la cotisation sociale. En revanche, pour les comptes consolidés, et notamment en normes IFRS, vous avez, enfin les normes IFRS sur les comptes en référentiel IFRS, de toute façon, que ça soit même par augmentation de capital, on doit effectivement constater une charge de personnel représentative de la rémunération attribuée aux bénéficiaires et contrepartie en capitaux propres ou en dette, selon que effectivement on est selon la nature de clauses de liquidité qui sont mises en place. Bon. Donc là, on ne rentre pas là-dedans, mais vous avez effectivement un sujet de contrepartie, soit equity, soit dette, mais il y a bien une charge de personnel dans cette hypothèse d'augmentation, de dénouement par augmentation de capital. En French, vous n'avez pas de sujet d'évaluation en tant que tel.
Dans la deuxième cas de figure, si le dénouement se fait par rachat d'actions, donc deuxième cas de figure, on ne procède pas à une augmentation de capital, mais la société prend soin, et c'est aussi, ça fait partie généralement de la délégation qui est attribuée, dans la délégation qui permet aussi aux organes de direction de procéder à un rachat de titres, précisément en vue de dénouer les plans d'AGA. Donc là, vous avez bien une sortie de ressources de l'entreprise correspondant au rachat effectué auprès des associés existants, et une charge de dépréciation qui correspond au coût de livraison des actions à titre gratuit. Donc là, on a éventuellement un sujet d'évaluation. Et puis là aussi, de toute façon, s'agissant de la base de la cotisation sociale, c'est aussi, accessoirement, là aussi, un sujet d'évaluation. En IFRS, même constat, même punition, que ça soit finalement par émission, par augmentation de capital ou par rachat d'actions, dans tous les cas, il faut comptabiliser une charge de personnel. Donc, on a bien un sujet qui n'est pas un sujet là de cacadoc, mais qui se traduit par une évaluation de la valeur représentative de l'AGA, qui permet de quantifier et d'amortir sur la durée notamment une charge, d'étaler une charge correspondante à la valeur de l'avantage attribué aux salariés à la date de l'attribution des actions gratuites. Alors, le cas donc l'intervention du CACADOC, qu'est-ce qui est dit dans l'article 225-187-1, l'Assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet, donc ici, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. Donc ça, c'est la base. Les textes légaux ou réglementaires ne fixent en revanche pas le contenu du rapport du commissaire aux comptes se prononçant sur le rapport de l'organe compétent destiné à la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur l'autorisation d'attribution d'actions. Donc finalement, on est voilà, les textes ne donnent pas tellement d'informations sur le contenu du rapport du commissaire aux comptes. Alors, heureusement, quand même, on n'est pas complètement démuni, puisque on peut se rapporter voilà, à la note d'information numéro 5, tome 4, qui est effectivement très, très bien faite sur le sujet. Et on précise que dans ce cas-là, les travaux du commissaire aux comptes peuvent consister à vérifier que la demande d'autorisation d'attribution faite à l'organe délibérant s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles 225-187, évidemment, -1 et suivants, et rendre compte dans son rapport de ses éventuelles observations sur le contenu du rapport de l'organe compétent, qui de toute façon, lui, toujours est délivré. Donc les commissaires aux comptes n'ont pas à se prononcer sur l'opportunité de l'opération. Et par ailleurs, il a donné que les textes légaux n'exigent pas de rapport complémentaire du commissaire aux comptes lorsque l'organe compétent attribue les actions gratuites. Bon, voilà, donc ça c'est le cadre juridique qui est complété par la doctrine. Et la rédaction qui est proposée donc par la note d'information, c'est nous n'avons pas d'observation à formuler, quand ça se passe bien évidemment, sur la présentation faite dans le rapport des caractéristiques des actions de préférence à émettre. Donc, on s'intéresse évidemment aux caractéristiques de ces actions, et non plus, et on n'a pas d'informations sur les informations données dans le rapport voilà, de l'organe compétent portant sur l'opération envisagée d'autorisation d'attribution d'actions de préférence gratuite, dans l'occurrence, si ce sont des actions de préférence gratuite. Donc ici, l'accent est mis sur la présentation des caractéristiques et des informations données. La valeur, donc ce qu'on disait, n'est pas un sujet pour le CACADOC, mais ça demeure une question en IFRS, avec notamment l'étalement de la valeur des AGA dont on parlait. Donc c'est pour ça qu'on on va faire un détour sur cette question d'AGA. Mais voilà, donc finalement sur les AGA, par principe, la valeur des AGA d'un point de vue économique ou financier, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les IFRS, hein, la valeur des AGA est calculée par référence à la valeur des actions auxquelles les AGA donnent droit. Bon, s'il s'agit notamment, le cas le plus simple, AGA est donc déterminé en la valeur unitaire des actions ordinaires, de ces actions. Donc, si c'est une société cotée en bourse, évidemment, on prend le cours de bourse qui est le plus simple. Et si ce sont des sociétés non cotées, on va avoir des évaluations, des méthodes d'évaluation intrinsèques ou analogiques, hors cas de waterfall qu'on a envisagé, qu'on a évoqué. Mais globalement, voilà, on va s'intéresser à la valeur du sous-jacent. Et si dans le cas le plus simple, si c'est une AO, on va évidemment s'intéresser à l'AO. Et puis, là aussi, voilà, on est la qualification, le classement peut faire appel à beaucoup de jugements, notamment en IFRS. Ça, c'est un sujet effectivement accessoire, mais sur ces AGA, on peut se poser la question de savoir si on va les mettre en equity, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou en equity, ça peut dans certains cas basculer en dette, selon les cas.
Alors, petit rappel effectivement, pour l'évaluation en tant que telle, donc on a la date d'attribution évidemment, on a la date d'acquisition, au terme du délai d'1 an minimum. On a la fin de la période de conservation. On rappelle que la somme des deux périodes va être inférieure à 2 ans. Donc on pourrait très bien avoir une période d'acquisition de 2 ans et pas de période de conservation, ou 1+1 ou 2+0, peu importe. Et donc, de toute façon, nous, la valeur doit être déterminée en date d'attribution, non pas en date d'acquisition ou à l'issue de la période de conservation. Donc on est bien, on va s'intéresser à la valeur des agares en date d'attribution si tel est le cas. Et donc, slide suivant, pardon, merci. Voilà, sur les évaluations, voilà, on retombe finalement. C'est pas le cas le plus compliqué. On retombe sur des sujets classiques. Soit on est sur une approche DCF, une approche par les comparables le cas échéant, par les transactions comparables, ou par référence aux opérations récentes sur le capital de la société, avec des tours de table récents, notamment quand on est sur des sociétés avec des fonds. Ça peut permettre de sortir d'une situation où on n'a pas forcément de comparables extrêmement propres, à condition toutefois de s'assurer, ce qui est un cas, c'est une préoccupation qu'il faut toujours avoir en tête, c'est de s'assurer que les tours de table récents portent bien sur le même type de sous-jacent. C'est-à-dire que on peut avoir des tours de table récents sur des ADP 1, 2, 3, voilà, de toutes les catégories possibles. Nous, si le sous-jacent c'est une AO, attention évidemment à s'assurer que les tours de table sur les titres qu'on a en tête sont bien, permettent d'avoir une idée de la valeur des AO le cas échéant. Si on parle d'AO, donc là, voilà, attention aux droits attachés à chacune des catégories d'actions qui peuvent être très différents. Donc voilà, sur le sujet des agas, c'est voilà, un sujet qui n'est pas forcément un sujet immédiat pour le CACADOC, mais on souhaitait quand même faire une petite piqûre de rappel sur le sujet. Alors, là, on était sur ce qui était instrument valeur mobilière de complexe, mais pas estampillé tel quel par la réglementation. Parce qu'effectivement, maintenant, dans les instruments de type valeur mobilière complexe, on a des instruments qui sont répertoriés de cette façon-là. Et donc, alors juste sur voilà, vous avez dans le note d'information 5, dans le tome 6, vous avez la liste des VMC, voilà, qui sont répertoriés. Et donc, dans ces VMC, donc, vous avez une liste qui est notamment, qui fait référence au texte, au code, l'article du R225-117 du code de commerce. Et on vous donne alors une liste qui est a priori exhaustive, en tout cas telle qu'elle est présentée par la note d'information, sachant, comme le rappelait Maud, que c'est exhaustif à une date donnée parce qu'en réalité, il n'y a pas de limite, voilà, et tout ça, enfin, il y a la limite, l'imagination des avocats étant relativement sans borne, on pourrait très bien inventer de nouveaux instruments demain. Aujourd'hui, ceux qui sont répertoriés par la note d'information numéro 5, c'est les APSA, les APSO, les APSOCA, bon, vous savez, on ne va pas toutes les lister, les BSA dont on va parler maintenant, les OPSAC, les OCEAN, les ORA, les OCA, tout simplement. Voilà, plutôt la deuxième partie. On a les OCA. Donc voilà, donc toute une série d'instruments qui sont vraiment listés comme étant spécifiquement des valeurs mobilières complexes et qui répondent donc là, cette fois-ci, à un article et une législation tout à fait particulière, et en tout cas un article du Code de commerce tout à fait particulier. Voilà. Donc on va évidemment pas pouvoir tous les passer en revue. On va parler des BSA tout d'abord et des OC ensuite. Alors, justement, sur les BSA, le CACADOC, les diligences sont rappelées dans l'article L225-117 du Code de commerce. Il s'agit pour le CACADOC donc de vérifier et de certifier la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne son avis. Il donne son avis précisément sur le choix des éléments du calcul du prêt d'émission des actions à émettre, immédiatement ou à terme, et sur son montant. Donc là, pour le coup, aux agas, là, d'entrer un peu dans le sujet de l'évaluation directement, c'est ce qu'on demande au CACADOC, et de donner son avis également sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. Apprécié par rapport aux capitaux propres, donc c'est la dilution. Donc là, un grand sujet quand même dans ces valeurs mobilières complexes, c'est la dilution. Donc évidemment, on a des dilutions qui sont plus ou moins violentes. Alors là, les valeurs mobilières complexes, on avait une liste. Là, on n'est pas les seuls à s'intéresser au sujet. L'AMF s'intéresse également au point. Vous avez notamment les OPSACA qui ne sont pas cités dans la liste,
mais des OPSACA qui sont des obligations en bon de souscription d'actions, des OCAPSA, pardon, des OCAPSA, des obligations convertibles en actions avec bon de souscription d'actions, des OCAPSA, pardon. Et l'AMF a émis voilà, un certain nombre de recommandations et d'alertes sur la dilution, la très très forte dilution qui pouvait être générée par ce type d'instrument, les OCAPSA. Bon, donc on n'est pas les seuls à s'intéresser à la dilution, mais nous aussi. Alors, dans ces prises en compte de l'effet de dilution sur les BSA, alors la valeur du NAO, le principe général, c'est qu'on prend la valeur des capitaux propres, on divise par le nombre de titres. Quand on a des BSA, on va s'intéresser aux effets de la dilution, et le raisonnement va être en principe différent selon que les BSA sont à parité fixe ou à parité variable, d'un point de vue tout à fait théorique. Si les BSA sont à parité fixe, alors parité fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un BSA donne droit à une ou plusieurs actions. Alors, c'est pas forcément la parité n'est pas forcément de 1 pour 1, mais elle est fixe. Donc, si c'est une action, un BSA peut donner droit à 2 actions, ou à une action, ou à 5 actions. L'important, c'est que cette parité ne varie pas en fonction notamment de la valeur de l'action. Et dans ce cas-là, l'effet de la dilution, ce que l'on intègre, la démarche qui est généralement utilisée par l'évaluateur, c'est ce qu'on appelle une approche fully diluted, c'est-à-dire où il se convertit en mauvais anglais, c'est qu'on prend en compte la dilution au travers du dénominateur. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'effet de la dilution, c'est la valeur des capitaux propres sur le nombre de titres après dilution. C'est-à-dire quel serait la valeur de l'effet de dilution si on diluait, si la totalité des instruments était convertie. Voilà. Alors, la question se posera évidemment dans le cadre des BSA de savoir si on est notamment au-dessus dans la monnaie ou hors la monnaie, pour éventuellement un peu apprécier la probabilité de conversion. Bon. Mais si on prend l'hypothèse du simple d'un instrument qui est dans la monnaie, quelle est la dilution? Si c'est sur une parité fixe, on considérera une hypothèse selon laquelle la totalité des BSA sont exercées et donneront donc lieu à l'émission d'un nombre d'actions selon une parité fixe. Si la parité est variable, là pour le coup, on ne peut pas forcément raisonner comme ça parce qu'on n'a pas en tête le nombre de titres émis. Il n'est pas connu puisque par définition c'est variable. Alors c'est variable notamment en fonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par variable? Ce qui est moins fréquent, mais ce qui arrive régulièrement, malgré tout, c'est que un BSA donne droit à un nombre variable d'actions ordinaires, par exemple, et ce nombre variable, il dépend de quoi? Il dépend de la valeur ou du cours, si c'est une société cotée, pour faire plus simple, du cours de l'action ordinaire. Donc si en gros l'idée c'est sous-jacente, c'est de se dire que si l'action ordinaire, la valeur de l'action ordinaire baisse, eh bien le porteur de BSA généralement se verra attribuer une parité qui sera ascendante, ça lui permettra quelque part si le cours est divisé par 2, techniquement on pourrait lui accorder une parité de 2 fois supérieure, donc il serait compensé dans son principe, dans le montant, il aura 2 fois plus d'actions. Comme l'action coûte vaut 2 fois moins cher, s'il a investi 100, il repartira en termes de valo avec ses 100, mais simplement au détriment d'une dilution plus importante, puisqu'il y aura 2 fois plus d'actions émises. Bon. Et donc ça, c'est un peu le principe de la parité variable. Et dans ce cas-là, l'effet de déduction, on va effectivement raisonner sur une valeur des capitaux propres après déduction des valeurs mobilières complexes. Et là, on rentre effectivement dans des sujets de valo où il va falloir modéliser la probabilité que le cours baisse, et s'il baisse, de combien, etc. Donc là, on rentre dans des modèles de type Monte-Carlo, voilà, qu'on n'aura pas le temps d'évoquer ici, mais on est sur une logique qui est plus probabiliste. Voilà. Donc, slide suivant, Maud, pardon. Donc pour les BSA, il convient pour le cas CADOC d'apprécier la mise en œuvre de la valeur d'option, d'apprécier la valeur du sous-jacent, donc ce qui donc revient à se poser la question de savoir quelle est la valeur du sous-jacent. Sur une AO, se référer au dernier tour de table ou demander que des travaux d'évaluation soient réalisés. Bon, c'est que où on a une valeur qui existe et on l'utilise. Ou les ADP, attention, dans le cadre du waterfall, on demande que les travaux soient réalisés et on revient sur ce qui était évoqué tout à l'heure avec toutes les précautions qu'on a évoquées. De vérifier évidemment la volatilité, le taux sans risque retenu, en s'assurant que la volatilité est bien cohérente, en cohérence avec l'horizon de maturité de l'option, et de vérifier les paramètres contractuels, l'échéance, le strike,
et donc de vérifier la correcte prise en compte de la parité. Donc là, pour le coup, on revient sur des travaux d'évaluation de type stock option. Alors, slide suivant. Pardon, Maud. Donc, alors, Bon. qu'est-ce qu'un instrument alors oui, c'est bon, oui, c'est parfait, merci. L'instrument optionnel, donc, on va effectivement redonner quelques bases sur l'évaluation des instruments optionnels, sans, compte tenu évidemment du format, sans rentrer dans le détail, mais simplement l'instrument optionnel, et c'est bien ça dont on parle ici, un BSA, c'est le droit d'exercer ce BSA. C'est pas du tout, c'est pas une obligation, et évidemment, ce droit sera exercé si on est dans la monnaie, c'est-à-dire si c'est intéressant et si la valeur du sous-jacent est supérieure au prix d'exercice. Donc, c'est le droit d'acheter au terme d'un délai défini à l'avance, c'est ce qu'on appelle la maturité, un actif sous-jacent, une action notamment, à un prix d'ores et déjà fixé, le prix d'exercice ou le strike, et si certaines conditions sont atteintes, conditions de présence ou de performance par exemple. Donc la période au cours de laquelle les droits peuvent être acquis, donc peuvent être acquis, est dite période de vesting, et donc le bénéficiaire qui est titulaire d'une option a toute liberté pour lever ou abandonner en fonction de l'évolution de la valeur du titre. Donc c'est un droit et pas une obligation, évidemment, c'est le principe de l'option. Alors, si on creuse un peu sur le sujet de l'évaluation, voilà. Donc, les différentes familles d'options, pour rappel, soit on est sur un instrument de type américain, européen ou bermudien. Américain, les instruments sont exerçables à tout instant, depuis la date d'attribution jusqu'à la date d'échéance, en termes de maturité. Donc là, on est plutôt sur des modèles de type Cox, Ross et Rubinstein. Alors, c'est pas forcément le plus fréquent pour ce qui nous intéresse, mais c'est un cas où le modèle Black-Scholes fonctionne pas en théorie. Voilà, on peut le voir passer de temps en temps, mais normalement, il faudrait pas l'utiliser. Il faudrait être sur un modèle un peu plus ou binomial, voilà, sur lequel Maud va revenir un peu après. Mais le Black-Scholes fonctionne pas normalement ici. Un modèle européen, ce qui est le plus simple et ce qui est quand même, de mon point de vue, quand même le plus fréquent, les instruments sont exerçables seulement maturité. Et ça marche très bien effectivement dans des sujets avec des fonds ou avec des instruments de type de nature incitative, management package ou autre. C'est évidemment, on raisonne à maturité pour que la personne bénéficiaire ait le temps de travailler un peu entre l'attribution et la période de fin de vesting. Et dans ce cas-là, on utilise plutôt facilement un modèle de Black-Scholes. Ou bermudien, là, pour le coup, on a deux périodes. En fait, au terme d'une première période, les instruments sont exerçables à tout moment. C'est-à-dire que pendant la première période, on est sur un type américain, et puis la deuxième partie de l'horizon, on bascule en européen, donc ce qui est aussi une façon d'incentiver les bénéficiaires sans les bloquer sur toute la durée de l'instrument. Mais le plus fréquent, c'est quand même l'européen au milieu. Alors, donc voilà, ce qui se retrouve ici, hein, en date d'attribution, on a nos périodes de blocage. On a une bermudienne, et si on commence à basculer en période au terme de la période d'acquisition des droits. Et puis l'option, effectivement, la stock option américaine, c'est quand on peut exercer tout le temps pendant la période de la totalité, entre la période d'attribution et puis la fin de la période de bermudienne. Le stock option européenne, en revanche, voilà, on intervient, on ne peut commencer à exercer que à la fin de la période d'exercice qui est contractuellement fixée. Et attention, la période d'exercice est différente de la période de vesting. On peut très bien avoir une période d'exercice qui est beaucoup plus longue que la période de vesting, mais voilà, en tout cas, c'est dans ce cas-là, notamment dans les modèles américains, ça peut être le cas. Alors, slide suivant. Alors, sur les principes d'évaluation, une option, effectivement, la valeur intrinsèque de l'option va dépendre de la valeur de l'actif sous-jacent. Donc, évidemment, sur une option d'achat, puisque là, on est vraiment sur une option d'achat, on est sur une simulation de la valeur de l'option, où on est sur une option qui, au départ, a une valeur négative, c'est-à-dire qu'on est en dessous de zéro, on paye ce BSA. Ce BSA est payant. Alors, il peut être sur des stocks, on peut les attribuer gratuitement, voilà, mais dans une hypothèse fréquente, on est quand même sur des BSA payants, et on paye, et puis ce BSA prendra la valeur en fonction de l'actif sous-jacent. Plus évidemment la valeur de l'actif sous-jacent augmente, plus on a une valeur de l'option qui augmente, et on commence à avoir un instrument qui vaut de la valeur si la valeur de l'action du sous-jacent est supérieure au strike price plus le prix initial du BSA.
Et à ce moment-là, si on est supérieur à ça, on a un instrument qui devient rapidement, l'option prend évidemment beaucoup de valeur. Alors, cette valeur alors les deux composants de la valeur d'une option, pour rappel, on a la valeur intrinsèque évidemment, qui est la valeur du sous-jacent moins le strike. Alors, la valeur intrinsèque étant généralement négative au démarrage, donc c'est un point qu'on peut vérifier nous tout de suite parce que ça permet de s'assurer qu'il y a une certaine logique. La logique étant quand même généralement qu'on soit évidemment sur une valeur intrinsèque négative. Alors, ce qui n'est pas une obligation absolue, enfin, voilà, mais c'est quand même c'est quand même le plus rationnel économiquement. Ce qui fait le plus de sens, c'est que pour que ça soit un peu incitatif, il faut que voilà, le produit n'est pas censé avoir une valeur intrinsèque positive dès le départ, ce qui voudrait dire que finalement le bénéficiaire n'a pas tellement d'efforts à réaliser pour obtenir un produit un peu intéressant. Donc, une valeur intrinsèque qui est généralement au départ négative et le plus gros de la valeur se situe dans la valeur temps. C'est le fait que cette valeur est liée à la probabilité de dépasser le strike sur la maturité. Donc, au départ, on a une valeur du sous-jacent qui est en dessous du prix d'exercice. Mais par contre, la valeur temps va nous permettre d'envisager des scénarios au terme desquels le prix de l'action va dépasser le strike. Voilà. Et la valeur totale de l'option, c'est valeur intrinsèque plus valeur temps. Alors, le modèle fermé, ce qu'on évoquait, hein, c'est le plus couramment utilisé. Alors, vous en avez un second, notamment, enfin, en tout cas, un second qu'on examinera, on va développer aujourd'hui, c'est le modèle binomial, mais le plus fréquent, c'est le modèle fermé de type Black-Scholes, qui ne convient donc, on le disait, qu'aux options européennes, et il n'est pas adapté aux options de type américain ou bermudien. Donc, attention, si vous tombez sur des apports d'évaluation qui vous sont communiqués, sur lesquels vous devez vous prononcer si ces rapports d'évaluation font état de modèles Black-Scholes fermés dans des cas où c'est pas adapté. Et donc c'est un modèle un modèle le plus fréquemment utilisé, c'est donc le modèle de Black-Scholes. Alors donc ce modèle Black-Scholes, si on descend, toc. Donc, le modèle, ça consiste en quoi? Le modèle, effectivement, repose sur l'idée qu'on peut reconstituer avec un portefeuille, qu'un portefeuille bien peut être, enfin, on peut restituer un actif sous-jacent avec un actif sous-jacent et puis une option. On peut être restitué. Alors, Alors là, j'ai un problème d'affichage. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas là? Vous voyez toujours le. C'est bon, Pierre. C'est bon? Oui. Alors moi, je le vois pas. Oui, chez nous, c'est bon. D'accord, chez vous, c'est bon. Donc le modèle repose sur l'idée qu'un portefeuille bien construit, un actif plus une option ça peut être rendu sans risque et donc valorisé au taux sans risque, puisque c'est l'un des apports de Black-Scholes. Et l'idée est donc de mettre en évidence, par exemple sur une option à 1 an, hein, l'idée de mettre en évidence une stratégie telle que au terme du délai d'1 an, on puisse générer des flux identiques à ceux susceptibles d'être générés dans 1 an en achetant dès maintenant une option d'achat. Donc on va essayer l'intérêt du modèle Black-Scholes, c'est on essaye de se dire l'option on ne sait pas bien faire, par contre on va essayer d'avoir une stratégie alternative qui va permettre de répliquer la même technique. Et donc la stratégie retenue, qui permet de répliquer le risque du call, c'est d'abord d'emprunter de l'argent, et puis pour financer l'achat de l'action, c'est donc le fait d'emprunter de l'argent et pour acheter l'achat de l'action permet de reproduire le risque du call sous réserve d'un certain nombre d'hypothèses pertinentes. Bon, et ça marche bien, et notamment si on connaissait le prix du sous-jacent dans 1 an, ça marchera très très bien. Comme on ne le connaît pas, évidemment, eh bien on va mettre en œuvre un certain nombre de modèles qui sont utilisés dans le cadre des modèles Black-Scholes pour imaginer l'évolution du prix dans 1 an, et donc notamment avec la volatilité qui est associée. Donc finalement, le sujet de la valeur des options se résume essentiellement, s'agissant de Black-Scholes, mais pas que Monte-Carlo, c'est un peu le même sujet. Ça se résume à la question de savoir et de pouvoir simuler le cours de bourse et de s'interroger sur les processus de simulation d'un cours de bourse ou d'une évaluation d'une valeur, hein. C'est-à-dire que le cours de bourse, intuitivement, on voit bien qu'un cours de bourse va évaluer et qu'on a des différents chemins d'évolution de ce cours de bourse, mais ça marche aussi pour une action la valeur d'une action de non cotée.
Alors, justement, comment fonctionne Black Scholes? Donc, on a l'actif sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique. Alors, c'est brownien géométrique en termes simples. Hein, c'est simplement qu'on a un modèle mathématique qui est utilisé ici et qui permet de décrire l'évolution tout à fait aléatoire d'une quantité, par exemple un cours de bourse, dans un domaine, dans un territoire toujours positif. Donc, le mouvement brownien géométrique, il va vous proposer une évolution de la valeur de ce titre financier, mais toujours une caractéristique, c'est que ça sera toujours positif, c'est-à-dire qu'on ne va jamais tomber évidemment sur une valeur négative. Alors, le modèle, lui, il intègre le fait qu'il n'y a pas de dividende, ou alors, sinon c'est un modèle ajusté. Nous, on va se contenter là aujourd'hui du modèle sans dividende. Alors, ce qui est généralement d'ailleurs fonctionne bien là aussi dans des fonds, parce que ou dans les startups. Alors, pas forcément tous les fonds, mais dans des startups dans lesquelles il n'y a pas forcément de dividendes. Il n'y a pas de coût de transaction. Le taux sans risque est constant. Alors, ce qui est évidemment pas vrai. Hein. Les marchés sont parfaits liquides, ce qui n'est pas vrai non plus. Et l'option est européenne. Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, il s'agit d'hypothèses fortes, rarement respectées en pratique, notamment pour les coûts de transaction qui existent, évidemment, les marchés qui ne sont pas parfaits, loin s'en faut, etc. Mais on est obligé de partir de ces hypothèses simplificatrices. Mais voilà. Alors, le modèle, voilà, ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Le modèle d'évaluation, alors le C, c'est pour le call. Hein, voilà, on a la même chose pour une option, le call étant l'option d'achat, le put étant l'option de vente. Ici, on est évidemment nécessairement dans un sujet de call, d'option d'achat. Et globalement, de quoi parle-t-on? C'est un paramètre à gauche ici et moins un paramètre à droite. Le paramètre à gauche, c'est la valeur espérée du sous-jacent. Donc, les 0, c'est la valeur actuelle du prix. Et la formule mathématique vous permet, en fonction du temps qui passe et du taux, et d'un paramètre aléatoire, hein, qui est basé sur le moteur de ce paramètre aléatoire, c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, ce qui se fait bien sur Excel, hein, mais peu importe. Donc, on a un paramètre à gauche, entouré à gauche, là, qui permet de dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de projeter le prix du sous-jacent au terme d'un délai fixé. Bon. Et on va comparer ce prix du sous-jacent, le prix espéré du sous-jacent au terme dans le futur, on va le comparer au prix d'exercice, la valeur actuelle, en tout cas le prix de la valeur actuelle de l'obligation, donc le prix d'exercice actualisé. Donc c'est le cas étant le prix d'exercice, le tout actualisé au prix en fonction du temps. Et donc quand on compare les deux termes, le prix, la valeur estimée du sous-jacent au terme d'un délai actualisé aussi, elle aussi, hein, et en tenant compte d'une probabilité, d'une fonction de répartition, d'un aléa. La fonction de la normale, c'est l'aléa, hein, le moteur de l'aléa, moins le prix d'exercice au terme de ce même délai, le tout actualisé. On a, slide suivant, pardon, merci Maud, on a effectivement une différence qui est soit positive, soit négative. Et si effectivement le prix du call correspond précisément à la valeur actualisée du gain attendu, si ce prix futur est supérieur au prix d'exercice, le call a une valeur. Si ce prix futur, le S0 actuel, mais projeté dans le temps, reste inférieur au prix d'exercice, le call n'a aucune valeur. Et donc, c'est précisément ça qu'on va mesurer dans le modèle de Black Scholes. Voilà. Et sachant que le gain, il y a deux types de plus-value. Il y a la plus-value d'acquisition et la plus-value de cession, qui donnent lieu à notamment à des traitements fiscaux qui sont pas identiques. Mais globalement, voilà, on a une valeur espérée de l'actif si l'option est exercée, et on va comparer ça à la valeur au prix d'exercice. Alors, le modèle de Black Scholes, il est soit sur Excel, soit sur des sites, hein, qui peuvent être effectivement proposés. Je vous en donne un ici, mais optionprice.com, mais qui est, vous en avez d'autres, hein, mais donc le modèle en tant que tel, Black Scholes, c'est pas le plus compliqué. On peut le développer sur Excel, mais c'est pas tellement le sujet. On a des modèles qui existent et qui sont en libre sur Internet. Alors, c'est le modèle le fermé, le plus simple. Il faut quand même le manier, évidemment, avec précaution et bien être certain qu'on a bien en tête tous les paramètres, mais globalement, ça fonctionne plutôt bien.
Alors évidemment sur les paramètres, hein, d'évaluation, on va aller rapidement là-dessus. On a des démissions, la maturité, la parité, on a parlé, le prix d'exercice, les dividendes attendus. Nous, on va faire l'impasse sur les dividendes aujourd'hui, mais voilà, globalement. Et slide suivant, parce que leur tourne quand même. Et donc, on a effectivement les différents paramètres. C'est la valeur du sous-jacent, donc la valeur de marché si le titre est coté, la valeur fondamentale si le titre n'est pas coté. Donc là, on retombe sur des évaluations, des sujets d'évaluation plus classiques. La volatilité, donc c'est la volatilité future qui importe. Donc il faudra vérifier que la volatilité a été correctement prise en compte et calculée dans le cadre des travaux d'évaluation qui vous sont soumis. C'est le levier futur évolutif qui nous intéresse, mais comme évidemment on ne connaît pas la volatilité future, on va s'intéresser à la volatilité historique ou implicite. Bon, c'est plutôt rare, mais quand sur un titre coté, on a la volatilité historique, et sur des titres non cotés, on va regarder l'approche analogique. C'est-à-dire qu'on va regarder quelle est la volatilité historique sur des sociétés comparables, et on va essayer de projeter cette volatilité dans le temps. Corriger de l'effet dette éventuellement, enfin bon. Et donc dans les autres paramètres, on a le taux sans risque, taux souverain de la zone concernée, l'OAT en France par exemple, ou les swaps de taux, qui ne sont pas des taux souverains mais qui marchent aussi, et puis les dividendes. Alors c'est fréquemment 0 pour les startups par exemple, mais bon, fréquemment ou pas. En tout cas, ça peut être 0. Le modèle et le Black and Scholes peut être aussi développé dans le cadre de quand vous avez des dividendes. Il faut juste l'adapter un peu. C'est pas les deux existent. Voilà. Et voilà. Et donc, alors, voilà, de façon très synthétique, comment le modèle évolue. Si la volatilité augmente, la juste valeur de l'option augmente. Pareil pour la maturité. Et en revanche, si la valeur du strike ou si le dividende augmente, la valeur de l'option diminue. Donc ça, c'est, à mon avis, un sujet, c'est évidemment de s'assurer dans les diligences à conduire, c'est de s'assurer que l'évaluation qui vous est communiquée, les paramètres qui sont proposés dans cette évaluation sont corrects et sont vérifiables et peuvent être, vous les retrouvez, vous retombez sur les mêmes ordres de grandeur. Et puis, c'est aussi de faire des simulations dans votre coin, c'est-à-dire de dire, voilà, si j'augmente la maturité, comment fonctionne l'option, si j'augmente le strike, comment fonctionne la valeur de l'option, pour vous assurer que vos simulations sont cohérentes avec ce qui est en théorie attendu par l'instrument financier. Nous allons aborder, voilà, Oui. le temps que ça arrive à l'écran, voilà, nous allons aborder maintenant en fait le principe d'évaluation selon le modèle binomial. Donc, je suis sincèrement désolée, mais nous allons continuer dans les formules qui font un peu peur. Mais rassurez-vous, avec un Excel, ça ne fait plus peur du tout. Excel le fait à notre place. Qu'est-ce qu'un modèle binomial? En fait, le modèle binomial, il est probabiliste. Hein. Donc, on décompose l'évolution du cours d'une action, d'un actif, ou donc, en la matière, on va décomposer l'évolution du cours le cours de l'action ou des capitaux propres de la société, en prenant des scénarios, donc des scénarios en binomial à la hausse et à la baisse, en trinomial, mais on ne va pas le détailler ici, à la hausse, à la baisse et au médian. Donc, on l'utilise assez fréquemment pour l'évaluation, la valeur théorique d'un BSA, ce qui vous permet, vous, de justifier le prix d'émission des BSA. On y intègre, comme tout à l'heure dans le modèle Black and Scholes, des hypothèses de volatilité du titre, donc c'est l'incertitude sur l'évolution du prix. On y intègre un taux sans risque. Hein, selon une hypothèse, c'est une logique de neutralité du risque. Donc, on vous le rappelle, le call européen, c'est l'option ne peut être exercée qu'à une date précise. Le call américain, c'est pendant n'importe quelle période. Donc, en fait, le modèle binomial est vraiment intuitif. On part d'une valeur initiale de l'action, le strike, et on sait que au temps 0, c'est la valeur connue. Au temps 1, cette action, elle peut valoir le temps 0 par une probabilité de hausse ou le temps 0 par une probabilité de baisse. Et le mouvement de
ce que l'on appelle le up and down, donc le haut et le bas, ces deux mouvements, en fait, obéissent à des formules de calcul qui sont une fonction exponentielle. Pourquoi une fonction exponentielle? Parce que c'est simplement un taux d'intérêt continu et non pas un taux d'intérêt discret. Et donc, fonction exponentielle de sigma, qui est la volatilité, sur la racine carrée de l'intervalle de temps. Et donc, up et down, le up a sa formule et le down, c'est 1 sur le up. Tandis que les probabilités, je vous rappelle toujours qu'une probabilité, donc la probabilité de hausse plus la probabilité de baisse, doit toujours être à 1. Ça, c'est la loi des probabilités, ce n'est pas spécifique au modèle binomial. Donc, en fait, si vous voulez vous mettre dans un modèle binomial et puis bien comprendre son fonctionnement, faites comme vous avez fait au tout début de votre carrière professionnelle avec les comptes en T. Un modèle binomial, ce sont des flèches. C'est je pars de 0, après je monte à 1 ou je descends à 1 quand je suis en up ou je suis en down. Et à chaque fois, un nœud, je remonte ou je rebaisse. Au nœud suivant, je remonte et je rebaisse. C'est simplement ça. Et donc, on voit que cette approche-là, on arrive très facilement à la mettre dans un fichier Excel. Donc, si on illustre ce cas-là, et donc là, je vous ai donné un exemple de détermination du prix de souscription d'un BSA. Donc, on va repartir dans un exemple chiffré. Donc, je prends un exemple de BSA exerçable dans 12 mois. Je ne me suis pas trop fatiguée, c'était beaucoup plus facile à faire sur Excel, 12 colonnes. Je sais qu'il est exerçable au prix de 110, sachant que le cours de l'action aujourd'hui est à 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 12 mois, je vais devoir payer 110. Si mon action dans 12 mois est à 120, je vais l'acheter à 110, je me ferai une plus-value de 10. Par contre, si je sais que le prix de l'action dans 12 mois, il est à 105, je ne vais pas aller payer 110 pour récupérer un prix d'action à 105, puisque je ne vais pas perdre 5. Donc, voilà, c'est simplement ça. Il faut se dire que le mécanisme, c'est ça. Après, je détermine un taux sans risque de 4%. Désolée, j'avais fait l'exemple au moment où les taux étaient déjà relativement élevés. Et une volatilité de l'action qui est estimée à 30%, qui pourrait être plus élevée pour des actions, pour des titres non cotés, mais à un moment donné, il faut poser les hypothèses. Et en fait, sur Excel, je vais vérifier quelle va être la valeur de l'option à l'échéance. Donc, je démarre en période 0 à 100. En période 1, soit je monte, soit je baisse. Donc, en fonction de mes formules de calcul que je vous ai détaillées tout à l'heure. Et toujours pareil, en période 2, soit je monte, soit je baisse, soit je monte, soit je baisse. Je vous ai détaillé suffisamment ces calculs pour que vous puissiez vous-même les refaire sur un fichier Excel et vous approprier justement le mode de détermination du cours de l'action. Donc, en période 12, j'arrive à un cours de l'action qui va dans le up à 282,70 et dans le down à 35. Sachant que je vais payer 110 le prix de souscription de mon BSA, je vois que la valeur de l'option, dans les premières hypothèses, elle reste positive, c'est-à-dire que je vais exercer mon option, même si je peux aller à un prix maximum, une plus-value maximale de 172 et une plus-value minimale de 8,91, et que dans les cas suivants, je n'ai aucun intérêt à l'exercer, donc je ne l'exerce pas. Donc, première étape de mon approche binomiale, je vais modéliser la valeur de l'option à l'échéance de mes 12 mois. Mais je vous rappelle, ce que je cherche en fait
la valeur de mon BSA à aujourd'hui. Et bien, en deuxième étape, je fais la démarche inverse. C'est-à-dire que je connais ma valeur de l'option, je connaissais ma probabilité qu'elle monte et qu'elle baisse de 11 à 12, je connaissais ma probabilité qu'elle monte et qu'elle baisse, mais je vais chercher la valeur actuelle. C'est-à-dire que je fais jouer à la fois ma probabilité à rebours et mon actualisation. Et lorsque je fais jouer mes probabilités à rebours et mes actualisations à rebours, je détermine aujourd'hui que la valeur de mon BSA est à 9,85. Donc, voilà le principe de calcul d'une valeur de BSA. Et je vous promets, vous pouvez parfaitement remodéliser ce calcul sur Excel. On ne vous a pas donné toutes les formules d'un trinomial, mais si vous avez des rapports d'expertise avec un arbre trinomial, généralement, les rapports modélisent aussi les formules. Vous-même, sur Excel, remodélisez ces approches. Et donc, en tant que commissaire aux comptes ad hoc, vous pouvez parfaitement comprendre ce qu'a fait l'expert indépendant qui vous a valorisé le BSA. Alors, je pense qu'il y a, à mon avis, une démarche un peu utile, enfin, en tout cas pertinente, ça pourrait être de comparer les deux approches, c'est-à-dire un Black & Scholes, voilà, de faire tourner un Black & Scholes, et puis de conforter, de confirmer, de recouper avec une approche binomiale, par exemple, telle que tu viens de la présenter, ce qui permet effectivement voilà, d'avoir une vision, une vue globale. Normalement, les deux approches doivent effectivement être convergentes, mais ça permet de le vérifier et ça permet de voir dans quel cas elle ne le serait pas. Et voilà. Donc, ce phénomène d'actualisation dont parlait Maud, on le retrouve effectivement dans Black & Scholes aussi, puisque Black & Scholes, on avait une différence. C'est un peu le même. Globalement, on essaye toujours, en binomial ou en Black & Scholes, de comparer une valeur future du sous-jacent actualisé au prix d'exercice actualisé. Donc, voilà, donc on compare les deux et effectivement, et selon l'écart, on a un écart positif ou négatif. Ça arrive. Alors, voilà. oui, non, mais maintenant je suis prévenu, je sais. Donc ici, dernière catégorie, les obligations convertibles, donc qui sont estampillées convertibles en actions et qui sont estampillées par la note d'information de la compagnie comme étant une valeur mobilière complexe, voilà, à titre tout à fait précis. Et donc là aussi, on bascule sur l'OR 225-117, qui consiste à dire qu'effectivement, il faut vérifier et certifier la sincérité des informations tirées des comptes, et puis donner un avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission des actions et sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières. Donc la dilution, le sujet de la dilution, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est les mêmes diligences. En tout cas, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand même. C'est à la fois le prix d'émission et la dilution. Donc ici, pareil, sur la dilution, c'est la valeur du NAO, pour mémoire, c'est toujours la valeur des capitaux propres divisée par le nombre de titres. Sur les OC à parité fixe, même combat, c'est-à-dire que c'est une OC à parité fixe, une obligation donne droit à un nombre fixe d'actions. Ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 100, mais ça doit être fixe. Ça ne dépend pas de la valeur de l'action sous-jacente. Ou au contraire, c'est une OC à parité variable, c'est-à-dire que là aussi, une obligation donnera droit à un nombre variable d'actions ordinaires, selon évidemment la valeur de l'action ordinaire. Plus la valeur de l'action ordinaire va diminuer, plus la parité va augmenter, ce qui permettra, le cas échéant, aux porteurs des OC d'être protégés contre une baisse de la valeur de l'action ordinaire, comme pouvait être protégé le porteur de BSA à parité variable. Donc, si on est sur une OC à parité fixe, bien là aussi, l'effet de la dilution, il va être pris en compte, notamment si on est variable. Pardon, c'est juste avant, pardon, merci. Si on est, on va en tenir compte. Oui, on va raisonner en fully diluted, c'est-à-dire qu'on va considérer, notamment si on est dans la monnaie, on va tenir compte d'une dilution totale. On va considérer que la dilution est totale et on aura bien l'effet de la dilution, la baisse de la valeur
de l'action ordinaire avant et après dilution. Et si on est sur une parité variable, là aussi, pareil, on va raisonner sur on va être obligé de travailler sur le numérateur et on va être obligé de s'intéresser à la valeur des capitaux propres après déduction des valeurs mobilières complexes. Donc, il va falloir s'intéresser là aussi à des modèles ou un modèle binomial ou un Monte Carlo, voilà, essayer de probabiliser la variation du cours du sous-jacent qui permettra donc de faire évoluer la parité, le cas échéant, et donc d'avoir une idée du nombre final de titres qui sera émis. Pour apprécier la dilution. Donc la dilution, en tout cas un point important, c'est que le cas CADOC est, encore une fois, la dilution, c'est un vrai sujet. Pour le CACADOC, mais pas que, l'AMF par exemple aussi, ou les commissions aux comptes en général, on sait quand même ce sujet en tête. Mais la dilution, elle n'est pas abordable forcément toujours de la même façon. Si l'instrument est à parité fixe ou variable, on n'aborde pas de la même façon. C'est plutôt simple si l'instrument est à parité fixe, parce que voilà, le numérateur, lui, on va le diviser par un dénominateur plus important. Si c'est à parité variable, c'est un peu plus élaboré. Donc, slide suivant, voilà. Donc pareil, pour les OC, il convient pour le cas CADOC d'apprécier la mise en œuvre de la valeur de l'option attachée à l'obligation. Pourquoi? Parce que c'est le même principe qu'un BSA. Une obligation convertible en action, c'est la somme de deux instruments. Voilà, c'est un instrument obligataire plus une option. Donc on retrouve dans ce système, dans cette option, dans cette partie option, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure sur les BSA. Donc on va passer au slide suivant. Compte tenu du temps. Alors, les instruments sont des instruments de dette et l'investisseur, principalement de dette, mais on va voir qu'effectivement, vous avez deux composants. L'investisseur en OC souscrit en réalité deux instruments différents, l'instrument de taux, comme on l'a dit, et une option de conversion en action d'émetteur. Et alors, attention, la dette d'OC n'est pas décomposée en normes françaises, mais elle l'est en normes IFRS, ce qu'on appelle le split accounting, où on va distinguer une composante dette et une composante optionnelle qui sera, elle, en equity. Donc en tout cas, mais même d'un point de vue économique, on a deux composantes. Alors, point important, le taux servi à des OC est en théorie inférieur au taux servi sur une dette sèche. Bon, en pratique, on peut constater des exceptions, mais normalement, une OC, le taux qui est servi sur une OC est inférieur au taux d'une obligation sèche. Pourquoi? Parce que vous êtes vendeur d'options quand vous souscrivez, quand vous émettez une OC, quand une société émet une OC, elle va être en même temps, elle va vendre une option, donc la vente de l'option va faire baisser, ce qui donc elle va récupérer évidemment, ça va lui permettre de récupérer de l'argent puisque c'est une vente, et ça doit donc faire baisser le taux de rémunération servi sur l'OC. Bon. Et donc ce qui matérialise bien le fait que le souscripteur de l'OC, lui, il se rémunère à la fois sur le taux pour la partie taux, mais en réalité, même dans certains cas, ce taux peut être très, très, très faible, parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est surtout de se rémunérer au travers de la conversion future de l'obligation en action et évidemment en étant rémunéré sur la plus-value qu'il réalisera sur l'action. Donc le taux d'une OC est généralement déconnecté d'une obligation sèche, il est inférieur. Mais attention, si vous êtes sur un taux supérieur, ça, évidemment, il faut le noter et évidemment être prudent sur l'évaluation qui est associée. Alors, deuxième point, le point juste après. Alors, Oui. la question de la parité de conversion est à surveiller là aussi. Voilà, c'est la parité fixe contre fixe ou fixe contre variable, même sujet, même constat. L'investisseur en parité fixe, vous souscrivez un nombre d'instruments lui permettant de convertir sa dette en un nombre fixe d'actions, et peu importe la variation de la valeur de l'actif sous-jacent. Alors qu'en parité fixe variable, effectivement, là, on a souscrit un instrument qui permettrait de convertir en un nombre variable d'actions ordinaires et qui va permettre effectivement de compenser une évolution du sous-jacent à la baisse, notamment. Donc, je ne reviens pas sur le sujet. Alors, en IFRS, effectivement, point important, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en parité fixe en IFRS, vous allez avoir deux composantes equity et dette. Si vous êtes en parité fixe variable, vous allez vous retrouver une composante dette et une composante dérivée. Bon. Donc c'est un sujet qui est un peu au-delà du CACADOC, mais ça pose d'autres questions, d'autres problématiques en IFRS. Le classement, lui, sera différent selon que vous êtes en parité fixe ou en parité fixe ou fixe variable.
Et donc, alors, sur l'évaluation des obligations convertibles, alors la façon dont on procède, on va évaluer là-bas sur l'évaluation, donc on va décomposer comme ce sont deux instruments, on va décomposer l'instrument en deux, une composante dette sèche qui est évaluée sur la base d'un modèle de type fixed income, c'est-à-dire qu'on va actualiser des revenus futurs, on va voir juste après, et puis on aura un modèle optionnel pour les instruments fixe ou fixe variable, et là, on pourra faire référence notamment au stock option, enfin au Black and Scholes par exemple, ou au binomial qu'on a évoqué. Alors sur la partie du fixed income, en quelques mots, parce qu'effectivement, donc il s'agit d'actualiser des flux futurs au taux de marché de la dette sèche. Donc en premier lieu, on détermine le taux de marché d'une dette senior équivalente, c'est-à-dire qui n'est pas convertible. Donc là, il faut effectivement faire référence aux dettes seniors récemment levées par l'entreprise elle-même, le cas échéant, où on peut avoir recours à des bases de données financières. C'est assez proche du coût amorti en IFRS, voilà, pour ceux qui l'ont en tête, mais globalement, on va projeter des flux contractuels de la dette à taux fixe, hein, avec le taux de l'OC, on va actualiser ça au taux de marché, donc un taux qui est normalement supérieur, et donc on aura une dette qui sera la valeur de la dette sera normalement la juste valeur d'une dette, dans ce cas-là, est inférieure à la valeur nominale, puisque vous allez actualiser un taux supérieur. Donc vous allez faire baisser la valeur actualisée des flux futurs, comme sur un actif, hein, et donc on aura une valeur qui va diminuer, qui sera donc inférieure au nominal, et en théorie, la différence entre le nominal et la valeur de la dette, c'est l'option, ou alors, c'est ce qu'on fait en IFRS, hein, mais ou alors on peut aussi passer par des modèles optionnels, voilà, de type Black and Scholes, qu'on a évoqué, avec des notions de prix d'exercice, de volatilité ou d'échéance. Et puis, je crois que nous arrivons voilà. Au dernier. Oui, et puis après, effectivement, la parité est intégrée. Quand on a un sujet de parité, on va d'abord calculer la valeur de l'option et on va derrière et on appliquera la parité sera prise en compte dans un multiple derrière, mais la parité n'est pas intégrée dans le modèle d'évaluation en tant que tel. Voilà, c'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais dans les modèles, que ce soit Black and Scholes ou binomial, la parité n'est pas gérée dans le modèle lui-même. Et elle est gérée au travers on multiplie la valeur de l'option unitaire de l'option par la parité qui découle du contrat notamment, pour avoir la valeur de l'instrument. Donc voilà, on est effectivement, alors on n'a pas couvert loin s'en faut, hein, tous les instruments, parce qu'évidemment c'est pas possible, mais l'idée c'est de se focaliser à la fois sur, on a bien une composante juridique et le CACADOC, lui, il a un certain nombre de contrôles à réaliser, et sur la documentation, sur l'aspect formel, et puis sur la partie évaluation, notamment un focus qui doit être réalisé qui doit être affecté à la dilution, au sujet de la dilution, parce que c'est quand même là où les questions les plus importantes se posent. J'espère qu'on vous a pas trop perdu parce que ce focus, ce webinaire était très 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 technique, hein, mais effectivement, j'espère qu'à l'issue de ce webinaire, vous pourrez mieux appréhender les rapports d'évaluation que l'on vous aura soumis et vous serez plus serein lorsque dans vos rapports de CACADOC, vous écrirez que vous n'avez strictement aucune observation tant sur les modalités de détermination du prix d'émission que du prix d'émission. En tout état de cause, voilà pour ce soir, pour cette partie évaluation des valeurs mobilières complexes. Et on vous retrouve tous très, très prochainement. En fait, nous avons notre conférence annuelle au Tribunal des affaires économiques qui va se tenir le 11 décembre, de 17h à 19h. Sur une thématique, en fait, c'est le premier numéro de notre Focus Association, donc première thématique entre enjeux économiques et sécurisation, avec une intervention d'un économiste suivie d'une table ronde. Je ne donne pas le nom d'économiste, ça sera la surprise. Début janvier, première semaine de janvier, vous aurez un panorama associatif du monde associatif en chiffres. Donc, on va vous donner tous les chiffres pour vraiment appréhender tout ce secteur d'activité. Le 13 janvier, nous allons plutôt nous pencher sur la gouvernance des associations. Donc, à cette table ronde intervient autant d'avocats qui mettent en place les règlements associatifs qui vont nous expliquer comment elles se sont débrouillées pour mettre en place une bonne gouvernance.
Et enfin, le 28 janvier, on vous donnera toutes les clés pour identifier les missions de commissariat dans ce monde associatif, parce qu'effectivement, on a plein de petites dispositions éparses et de nombreuses associations devraient avoir un commissaire aux comptes, mais ne l'ont pas. Donc, on va vous donner les clés pour détecter tous les besoins. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et effectivement, comme on vous l'a dit dans le chat, à l'issue de ce webinaire, lorsque vous allez recevoir votre lien de connexion À 420, vous pourrez télécharger les 10 supports. Voilà, merci à tous. Bonne Merci à vous. soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Il faut que je... Je coupe le...